Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Je vous entends. Allô, allô. Hello? Salut. Salut. Bienvenue sur la télé virtuelle. Alors, on a un peu inversé les plats ce soir. Je me trouve à la place de Greg dans un rond au lieu d'être sur un écran vert. Greg est dans la place du l'invité, mais en fait, il est animateur quand même. Et puis au centre, le roi de la fête, Paul. Comment présenter Paul Renaud? Déjà, c'est une des personnes les plus sympas que j'ai croisées dans la bande dessinée, même si en fait c'est un peu pas la bande dessinée puisque c'est le comics. Il m'a réconcilié avec des gens avec qui j'étais fâché depuis longtemps pour vous montrer à quel point il est sympa. Et puis, Paul, c'est un des rares Français qui fait une vraie carrière aux USA dans le comics grand public, entre autres dans des maisons comme Marvel, DC Comics, Image, enfin voilà le truc qui me faisait rêver quand moi j'étais gamin. Quand en clair, il a la plus belle carrière du monde, Paul. Et il est gentiment, ce soir, il est avec nous. On va revenir sur sa carrière, sa méthode de travail, et puis son projet actuel, puisque on le voit tout au fond, derrière lui, il y a une silhouette jaune. Il relance Photonic, le héros, le super-héros français, mais qu'on croyait qu'il était américain quand on était petit. Fait par un Français à l'époque, Siro Tota, et voilà. Et Paul nous donne une seconde saga, on va dire, après la première de Siro. Mais on en parlera en seconde partie d'émission, parce qu'on va commencer par se rafraîchir la mémoire. J'ai préparé des images pour que les gens voient tout le genre de production que tu as fait. Alors, tu commences quand, en fait, à faire du comics? Euh, alors, officiellement, c'est en 2003. La première fois que j'ai fait du comics, c'était un petit comic qui s'appelait Cavewoman. C'était vraiment un tout petit truc quasiment auto-édité par son créateur. Et j'étais arrivé là en postant à la base sur le forum de messages, donc le message board à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, de Frank Cho, un dessinateur qui était déjà assez connu à l'époque, parce qu'il éditait son strip Liberty Meadows et il commençait déjà lui-même à travailler pour Marvel. Et c'est en voyant mes dessins qui m'a mis en contact avec le créateur de Cavewoman et qui m'a fait faire donc ce petit comic qui était essentiellement humoristique, sur un peu de la blague autour d'une jungle girl, mais qui a suffi quand même pour me mettre le pied à l'étrier. Alors, Denis, on me dit dans les commentaires qu'on n'entend pas assez notre invité. Alors, Je Ah, rebondis un peu sur ta question. Donc, c'est vrai que tu as cette particularité, Paul. C'est donc, tu as fait entièrement ta carrière dans le comics, hein, c'est ça? Tu as démarré comme ça? ouais, ouais. Photonics, en fait, ça va être la première BD que je fais directement pour le marché français. D'accord. J'ai travaillé exclusivement pour les Américains, divers éditeurs, mais surtout Marvel, Mhm. tout au long de ma carrière. Alors, je pose la question donc à ceux qui sont en commentaire. Il y a déjà Valérie Vangin qui est là. Bonsoir Valérie, bonsoir Brice aussi, Bricos. Il y a Anne-Claire donc, qui nous dit entre-temps, le son est bien mieux maintenant. Super. Et bienvenue à vous tous, hein, Fuguzimon également qui est là dans les commentaires. Et oui, donc tu as démarré directement en comics et d'après ce que j'ai lu un petit peu dans la brochure photonique, là, toi, c'est un accomplissement, comment dire, c'est un rêve de gosse un peu, comment tu définirais? Oui, complètement. Comme Denis, on lisait les revues Marvel en France qui étaient publiées par Lug à l'époque. Et c'était vraiment ma lecture principale, si ce n'est qu'avant ça, évidemment, j'avais lu Spirou, Tintin, Astérix, tous les grands classiques. Mais quand j'ai vraiment découvert Marvel, ça m'a capté d'une force que j'avais pas connue avant. Alors, le côté sérieux, le côté monde existant, qui avait pas forcément dans les albums du franco-belge. J'ai été très très réceptif à ça. Puis Marvel, c'était vraiment un univers très rassurant, avec des personnages bienveillants. Je pense que tous les gamins qui avaient un petit peu des fêlures s'y retrouvaient bien, quoi. Mhm. Ouais, je me destinais pas nécessairement à ça parce que ça me paraissait impossible. Quand j'étais gamin, je pense que le premier à avoir fait ça, donc hormis les Français qui faisaient des BD pour les revues Luc, justement, comme Jean-Yves Mitton et Siro Tota qui faisaient Micros et Photonique, qui étaient publiés côte à côte avec les séries Marvel, il n'y avait pas vraiment de Français qui bossaient pour
pour Marvel avant Moebius qui a fait son Silver Surfer. Donc c'était difficile d'imaginer qu'on puisse, étant français, travailler pour le marché américain. Donc je me suis un peu habitué à l'idée que déjà, si j'arrivais à faire du franco-belge, je serais le plus heureux des hommes. T'as fait une Mais, école? non, je suis autodidacte. J'ai fait un fanzine quand j'avais entre je sais plus, 19 ans, quoi. Et c'est suite à ça que Soleil m'a proposé de faire un album pour eux d'abord, qui n'est pas paru comme beaucoup d'albums à l'époque. Posteriori, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors sur le moment, non, je l'ai mal vécu, hein, évidemment, mais voilà, avec le recul, c'était très justifié. Et donc j'ai enchaîné directement avec ce truc sur le forum de Frank Shaw. Ça a été, en fait, c'était concomitant. J'étais en train de dessiner les pages franco-belges quand Frank Shaw m'a repéré et m'a fait faire cette BD pour les États-Unis. Mais oui, c'était clairement un rêve de gosse, ouais. Et j'ai mis du temps à réaliser d'ailleurs, parce qu'au début c'était vraiment des petites choses c'était pas du Marvel, donc c'était vraiment des petites choses chez les éditeurs indépendants. Donc j'étais heureux de me dire ça reste du comics, ça reste ce format que j'aime tant, et puis ça m'a permis de faire mes armes sur les délais de parution, ce genre de choses, quoi. Ouais, il y a une question de professionnalisation en fait assez importante aux USA. On ne doit pas prouver qu'on est un artiste, on doit prouver qu'on est un professionnel qui tient des délais, puisque quand il faut sortir ses 20 pages par mois. Absolument, absolument. Bah, d'ailleurs, c'est ça qui fait que j'ai été approché par Marvel, hein. C'est parce que j'avais déjà publié des comics. Et il le disait très honnêtement, aucun artiste n'était sélectionné par Marvel s'il n'avait pas été publié avant ailleurs. Dans des petites boîtes, tout simplement parce que c'était faire la preuve qu'on était capable de mener un projet jusqu'au bout, qu'on était capable de se responsabiliser, tout ce genre de choses, quoi. Et les auteurs que j'ai côtoyés me l'expliquaient volontiers, parce que le contact est très facile avec les auteurs américains. Donc dès qu'il y a un petit jeune qui arrive, on lui explique volontiers la vraie difficulté du métier, en quoi ça consiste. Je me souviens de Paul Néry, qui était un encreur mais aussi éditeur très connu, qui m'avait dit ce qui compte, c'est pas ton meilleur niveau, ce qui compte, c'est ton plus mauvais niveau. Donc c'est le standard que tu es capable de maintenir dans la difficulté qui compte. Et ça m'avait bien marqué, et je pense que c'est en effet très vrai. Tu définirais, comment enfin, alors je me rends pas compte si tu en as conscience par rapport à ce que c'est que d'être auteur français, mais toi, c'est là que tu mettrais vraiment déjà une différence, c'est un rapport beaucoup plus professionnel, là où ici on est un peu vu comme je sais pas comment dire, je sais pas comment je le définirais moi, mais peut-être Denis, tu peux en parler, comme des artistes, pas vraiment un métier. Ben, moi, je connais moins, c'est sûr, le milieu franco-belge, mais j'ai quand même fréquenté suffisamment de gens et pour faire des comparaisons. Et en effet, il y a, alors on va dire il y a un côté plus auteur dans la BD franco-belge et un côté plus professionnel. Euh, c'est pas pour employer des mots dévalorisants, mais il y a un côté quand même plus mercenaire dans le comics. Mais qui permet aussi de défendre ses intérêts, parce que justement ce rapport est très pro avec les éditeurs, qui ne vont pas essayer de jouer à l'infantilisation du tout, parce qu'eux-mêmes sont des éditeurs dans une très grande structure, donc on est tous des professionnels qui travaillent à un but commun, que les comics en premier sortent dans les temps. Je sais que c'est un peu une hérésie de mettre ça en premier, mais c'est la réalité. Le but premier, c'est qu'ils sortent dans les temps. Et évidemment, s'il est bien, c'est un plus. Mais bon, voilà, on travaille dans la presse. C'est l'équivalent de la presse française. Donc, il y a des réalités du marché qui font que si un comics a du retard, ben c'est l'imprimeur qui va facturer plus, c'est le distributeur qui va avoir aussi qui va donner une pénalité à la maison d'édition. Ça coûte réellement de l'argent, quoi. Donc très tôt, on est sensibilisé au fait qu'on est tous dans une chaîne de production, en quelque sorte, et
là-dessus, les égos peuvent se développer, mais à partir du moment où on a fait le job, quoi. Ça, c'est clair et net. Et je pense que quelque part, c'est quand même une très bonne école parce que ça donne des personnalités, même quand elles se développent, comme des Frank Miller et compagnie, qui sont restés très très longtemps pro avant d'être des divas. Et c'est pour ça qu'ils ont produit autant, c'est pour ça qu'ils ont cette facilité à monter des projets. Ça reste quand même, je pense, une discipline qui a créé des monstres de production, quoi. Alors en France, je connais moins, hein, c'est sûr, je connais moins Pardon, hein, Denis, hein, vas-y, hein, reprends le crachoir dès que tu veux, mais j'ai l'impression que le mot que tu as mis, qui me paraît important, c'est la presse. Dans le sens où je trouve que c'est un point commun avec le manga, la prépublication, c'est la publication de base, c'est la prépublication. Mais Et après, si la ça BD, c'est un marche- art de presse, en fait. En France, on a eu l'air de considérer que l'album était l'accomplissement final de cet art, mais en fait, on oublie tout ce qu'on a perdu, qui était justement cette culture de la presse qu'on avait en commun avec le manga et le comics, qui est la culture initiale de la bande dessinée, qui est un loisir populaire, pas cher, hyper accessible, qui va avec une productivité, mais qui elle-même va avec des tirages énormes, puisqu'en fait, quand c'est pas cher, les gens peuvent acheter facilement, donc on a beaucoup plus de lecteurs, donc en fait l'économie reste rentable, puisque même si la revue est moins chère, à l'arrivée elle se vend beaucoup plus, donc tout ça se compense, et en fait c'était une sorte de grande dynamique qu'on a perdue au profit de l'album, qui encore une fois revient à une sorte de couronnement de l'artiste, justement. On fait des albums, alors au départ il faut rappeler le sens du mot, album c'est la compilation des albums, des épisodes parus dans le magazine, comme un album de photos ou un album de musique qui réunit les singles. Donc l'album de BD c'était censé être les épisodes qui avaient marché dans le journal, et puis c'est devenu le format ultime, celui dans lequel on commence à publier, avec une espèce d'idée qu'enfin c'était digne, enfin on n'était pas dans le jetable, puisque la presse a cette dimension-là du jetable. On en parlera peut-être après, Paul, parce que moi c'est par des trucs qui m'angoissent dans le comics. Mais est-ce que tu penses, toi, que le marché américain aujourd'hui, il n'est pas en train de déraper par rapport à ça? Puisqu'il y a quand même un gros développement des livres à couverture dure, des formats épais, aux dépens de l'ancien format Comics Press. Est-ce que tu penses que le virage qu'a pris la BD dans les années 80, il ne serait pas en train d'avoir lieu aux USA en ce moment? Oui, ça c'est évident. Ça a commencé par ce qu'ils appellent les trade paperbacks, qui étaient donc une seconde édition des comics qui sortent mensuellement, mais en intégrale. C'est une collection sous couverture souple, mais quand même dos carré, qu'on pouvait trouver plus longtemps, qui a une existence un peu plus longue dans le marché du livre. Ce produit-là, dans les années 80, a eu beaucoup de succès, au point que ils se sont mis un peu à rééditer tout. Le plus grand exemple étant évidemment Watchmen, qui a quasiment validé ce système-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est encore le livre qui se vend le mieux dans la bande dessinée américaine, c'est la version trade paperback de Watchmen. Suite à ça, ils ont eu envie de faire ce qu'ils appelaient des graphic novels, qui est l'équivalent d'un album franco-belge, alors en une histoire avec un début et une fin. Le succès n'est pas arrivé tout de suite, mais il est évident qu'avec le public vieillissant, qui ont plus de moyens que les enfants, ça a pris grandement le pas. Aujourd'hui, une transition est clairement en train de s'opérer, au point que certains éditeurs majeurs, comme DC notamment, mais aussi Image Comics, ont changé de mode de diffusion. Ils ont changé de diffuseur. Avant, ils passaient par Diamonds, qui travaillait très très bien avec les boutiques de comics, à leur envoyer donc du mensuel. Ils étaient très très rodés sur ce système-là. Et ils sont passés sur un diffuseur qui va mieux les placer en librairie. Donc on parle de livres en dur, hein, pas une librairie comme ici. Et avec des chiffres qui sont prometteurs. Alors, la problématique du marché américain, c'est qu'ils sont en pleine transition et on se demande si c'est un peu le grand écart. On espère atteindre l'autre côté avant que le précédent ne coule. Mais on a besoin des deux pour l'instant. Alors c'est vraiment une période d'incertitude où il y a des oppositions majeures entre les différents mouvements. Ceux qui disent qu'il faut trancher, aller vers l'avenir, ceux qui disent si on fait ça trop tôt, on va tout perdre. Et ces deux camps se mènent une guerre assez acharnée sans merci, quoi. La BD en France, on a un peu l'impression que
quitté la presse, ça a été aussi quitté le versant le plus populaire de la BD. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et au prix que coûte un album, on le comprend, on est de plus en plus lu par des gens qui sont des classes moyennes supérieures, parce qu'il faut avoir les moyens de se payer ça ou aller à la bibliothèque. Et on le sent dans le lectorat qu'on rencontre, on le sent dans le type de publications qui sont faites. Il y a une sorte de gentrification, hein, on pourrait presque appeler ça comme ça. Et on le sent même dans les auteurs qui arrivent, où on est loin de l'époque où c'était des fils d'ouvriers et de maçons qui devenaient auteurs de BD. Aujourd'hui, c'est plutôt des fils de profs ou de la bonne bourgeoisie qui arrivent à ces métiers-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est le même mouvement aux USA? C'est-à-dire qu'il va y avoir une perte du populaire? Oui, c'est alors populaire, ouais, c'est exactement ça. Hein. Un des deux mouvements est clairement mené par on va dire, des hipsters. Il y a clairement une forme de snobisme. Alors heureusement, ça a dépassé ça et il commence à y avoir des œuvres vraiment intéressantes qui viennent de tous les horizons. Mais au début, c'était essentiellement le type que tu décris. Qui vient de l'underground, qui vient... alors l'underground un peu classe, hein, c'est pas l'underground, on parle pas de crumb, on parle plutôt new-yorkais et maintenant Los Angeles, puisque la plupart des auteurs Image sont de Los Angeles. Mais voilà. Et c'est vrai que les grosses structures comme Marvel et DC courent après ce nouveau public. Ils aimeraient un peu dragouiller les ventes de ces graphic novels dont certains cassent vraiment la baraque. Et pour l'instant, ça prend pas trop. On voit des incursions graphiques, on voit des tentatives scénaristiques d'aller vers le roman, soit young adult, soit roman d'auteur, mais pour l'instant, il n'y a pas eu... je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une locomotive pour que ça prenne. Pour l'instant, il n'y a pas eu un énorme succès sur une tentative comme ça. Donc, pour l'instant, les vraies grosses ventes restent les héritiers des comics des années 80-90, en tout cas, tels que vendus par les comic stores et tout ça, quoi. Denis, en commentaire, il y a Cowboy Étoile qui nous dit c'est peut-être pour ce que tu viens de dire. Je pense qu'il parle de la gentrification et on va dire le changement de cible de par la valeur de ce qu'on achète, qu'il se sent mal à l'aise sur certaines publications. En tout cas, on a une culture de la BD populaire ou du comic populaire qui parfois correspond plus à ce qu'une partie de notre art est devenue. Donc c'est toujours oui, on peut se sentir un peu vieux schnock aussi. Hein. Enfin moi parfois je me sens boomer. C'est pas, j'en suis pas très fier, hein, mais après je pense que c'est aussi une grande question de sincérité quand souvent moi ce qui me fait me sentir mal à l'aise avec certaines bandes dessinées ou comics ou graphic novels très récents, c'est l'absence de sincérité. C'est une posture qui consiste à vraiment essayer de trouver un nouveau lectorat et de cracher un petit peu sur l'ancien, alors que, bien évidemment, on peut faire des choses hyper sincères, pertinentes et avant-gardistes sur n'importe quel support. Alan Moore l'avait prouvé. Alan Moore l'a prouvé, et puis David Mazzucchelli l'a prouvé, Frank Miller aussi, plein de gens, même Will Eisner, qui faisait des choses très populaires, les frères Hernandez l'ont prouvé aussi sur Love and Rockets. C'est cette volonté de créer des groupes et des classes comme ça, c'est souvent un signe de posture quand même. Et personnellement, moi, c'est ça qui me rend mal à l'aise avec, même quand c'est très bien fait, même quand il y a vraiment de belles choses, quand j'ai l'impression que c'est on vend la stature du projet plus que la nature du projet, généralement c'est ça qui me met mal à l'aise. Ceci dit, c'est un défaut général qu'on retrouve aussi dans les versants les plus populaires où on te vend le concept, le crossover, plus que le récit lui-même. On a eu de la chance nous, de grandir dans une des meilleures époques du comics. Il y a un petit âge d'or dans les années 80. On pourrait nommer John Byrne, etc. Enfin, Lavorien. C'est clair, oui, c'est l'âge des dessinateurs scénaristes. Avant ça, il n'y en avait pas tant que ça, hein, en tout cas dans le mainstream. Et on est avant. Et on est avant le concept, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des raconteurs, ils font du feuilleton à 100%. Et tout ce qui a été le concept, le pitch, le machin, toutes ces notions-là n'existent pas en fait. Et on sent qu'il y a une sorte d'artificialité.
qui est apparu, quel que soit le type de public visé, en fait, il faut que le concept vendeur existe avant, alors que ce soit pour vendre en effet aux hipsters ou pour vendre Ouais. aux amateurs de baston, quoi. Ouais, il y a eu un changement qui s'est passé vers la fin des années 80 et c'était sous Jim Shooter qui était éditeur avec un gant de fer des éditions Marvel, qui a initié vraiment un âge d'or et qui a aussi mis fin. Il a initié en laissant une liberté assez inédite à pas mal de créateurs. Et puis c'est lui aussi qui a fait glisser la notion que l'éditeur, donc l'éditeur aux États-Unis, c'est un directeur de collection. Il a plusieurs titres sous son égide, donc les titres Avengers ou les titres X-Men ou ce genre de choses. Et donc sous Shooter, l'éditeur est devenu une autorité par rapport à l'auteur. C'est-à-dire c'est lui qui avait vraiment le dernier mot, quoi qu'il arrive. Alors qu'avant ça, on avait des auteurs qui étaient capables de dicter aux éditeurs voilà, la direction de la série, etc. Il y avait un côté, Et à ce moment-là, il y avait un voilà, côté showrunner, non, en fait absolument. Ouais. Ouais, c'est ça. Et les éditeurs donc, sont devenus les gardiens du temple. C'est eux qui disaient non, on peut pas abîmer le personnage de cette façon-là, avec les bénéfices et les inconvénients que ça représente, on s'en doute bien. Et c'est ça qui a donné naissance à un empire commercial basé sur des icônes, on va dire. Maintenant, il faut maintenir les icônes sans les abîmer, en les exploitant, et évidemment, le passage à Disney a encore plus accentué cette tendance-là. On a plusieurs. Je crois que le sujet intéresse pas mal en commentaire. Il y a Pat qui nous rejoint, Pat Perna qui dit bonsoir à tous. Kobe Étoile qui demande est-ce que le marketing a pris le contrôle éditorial? Et puis on a Seigneur El Tigre Chang qui dit vous avez l'impression que la gentrification des autoristes se sent dans les récits proposés? En France, oui. Je sais pas pour les États-Unis, mais Dans les États-Unis, ça va varier beaucoup parce que ça reste quand même une question de personnalité des éditeurs. Il y en a qui vont donner là-dedans et d'autres pas du tout. De toute façon, aux États-Unis, tout ce qui peut se vendre, tout ce qui peut porter une étiquette qui va vendre, ils vont l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc, les plus nobles dessins peuvent se transformer très rapidement en des entreprises commerciales. les t-shirts Che Guevara, quoi. Ouais, exactement, typiquement ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. Aux États-Unis, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de questions sur la diversité, toutes ces choses-là, qui sont des combats à mener. Sont-ils menés avec sincérité et sans but caché? Est-ce que c'est pas pour s'acheter une vertu à peu de frais pour pouvoir continuer à faire finalement les mêmes choses dans l'ombre? C'est là toute la question. Mais certains disent est-ce que ça rencontre un public aussi? Toutes ces questions-là, c'est des sujets vraiment compliqués et malheureusement les gens s'étripent là-dessus plutôt que on va dire d'essayer de maintenir un sens critique dans la bienveillance et dans la volonté que tout le monde surnage. Malheureusement, il y a des radicalisations qui s'opèrent qui nuisent à j'allais dire à la bonne entente, mais c'est même pas ça le problème, à la survie du médium. On n'a pas assez de lecteurs pour s'étriper de cette sorte, quoi. Alors, d'un côté, il aurait été étonnant que, vu l'ambiance semi-guerre civile qu'il y a en ce moment aux USA, le comics y échappe. C'est ça. Et les gens ont envie de s'étriper, c'est clair que. Ouais, ils ont envie de harceler les autres, il y a des méthodes assez détestables. En tout cas, c'est une ambiance assez délétère, ouais. Alors peut-être que c'est vraiment dû aux réseaux sociaux, sachant que les statistiques que j'ai vues montrent qu'il y a assez peu de lecteurs de comics qui sont sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que ces deux camps sont surreprésentés sur les réseaux sociaux et que c'est un faux problème. J'aimerais le croire. C'est une possibilité, c'est ce que je me dis avant de dormir. J'ai le souvenir de quelques parutions que j'ai lues pour, à un moment donné, tu sais, ils avaient rebooté tout l'univers de DC, et puis je pense aussi aux Ultimates, par exemple. Ouais. Et j'ai souvenir de ce côté presse
qui, en même temps que la BD paraît, réagit également au courrier des lecteurs et dit: «Alors oui, vous avez pas trop aimé le traitement qu'on a fait de ce personnage-là». Notamment, il y avait, Ant-Man qui était un mari violent dans Ultimates où il y avait des choses comme ça, tu vois? Et j'ai Ouais. l'impression qu'il s'emparait de sujets, que ça pouvait déranger des lecteurs que des personnages soient pas trop lisses. Et ça existe toujours dans les parutions américaines, le côté, on va dire, discussion en direct avec le lectorat de la revue? Oui, 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 sur les réseaux sociaux essentiellement, les gens Mmh. réagissent très très vite. J'avais eu ce problème-là sur un titre sur lequel j'avais travaillé, sur Captain America, où le personnage titre, on va résumer, était mort et revenait, sauf qu'il n'était pas comme on l'avait laissé, il était un agent de Hydra undercover, donc OK. des méchants. Donc Captain America méchant. Alors évidemment, tout le monde se doutait bien que c'était une, juste une tournure scénaristique pour faire vendre pendant un moment. Ça, c'est le concept juste d'une Pour storyline faire qu'il allait du neuf revenir. avec de l'ancien, quoi. Mmh. Voilà. Mais sur ce moment-là, ça s'était cristallisé. Tout le monde avait dit, mais Hydra, ça vient des nazis, donc vous êtes en train de dire qu'un personnage qui représente les États-Unis, créé par 2 juifs, en fait, est une icône nazie. Je me souviens que mon éditrice chez Marvel m'avait dit qu'elle recevait des photos de l'Holocauste sans arrêt, de gens qui lui disaient voilà, qu'il a traité de tous les noms. Et... Donc oui, oui, c'est vrai que c'est assez... en temps réel, on reçoit réellement les réactions des gens et ça peut... C'est compliqué. On aurait tendance à ne pas en tenir compte Mmh. en tant qu'adulte, mais avec une structure comme Disney, qui construit sa notoriété quand même sur du politiquement correct et sur le public a toujours raison, ce genre de choses. Mmh. Bah, du coup, on se retrouvait entre le marteau et l'enclume et c'était compliqué à gérer comme situation, quoi. Ça leur Donc, fait pas opérer les meilleurs choix scénaristiques dans leur run, dans les films, dans les séries. On voit bien quand même que quand ils essayent de faire plaisir à tout le monde, ça devient complètement, bah oui, ça devient stérile, bien impossible sûr. de ouais. Mmh. Ouais. Bah, oui, oui, le jeu de toute façon, c'est de mettre nos personnages dans des situations périlleuses. Mais on en arrive à un point où en effet les lecteurs écrivent en disant mais pourquoi vous détestez ces personnages, pourquoi vous leur faites autant Ouais. de mal, Euh, tu vois des choses comme ça. Et c'est Ah, vrai c'est vrai, que on les a ressuscités 18 fois. ouais, C'est pire que ouais, Krillin dans Dragon Ball. On a pas mais mal de réactions dans les commentaires, ah, excuse-moi, c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très heureux que tu sois là. Kibar Art qui dit: «What? Vous recevez Paul Kibar, Renault, lucky you!» Oui, Kibar, Wistar excellent qui dit illustrateur. bonsoir. Et il dit, Kibar, si on avait écouté les puristes, bah Kibar, hésite pas à mettre ton lien parce que je connais pas ton travail, mais si on avait écouté les puristes, on n'aurait probablement pas écrit La mort et le retour de Superman. Oui, ça Oui, oui, bien sûr. c'est certain. Et après, ce que j'allais te demander, moi, tu dis, alors je me rends pas compte les implications scénaristiques de Captain America qui devient agent d'Hydra, mais Mm. justement, là, tel que tu me le racontes, je me dis, bah après tout, les États-Unis ou le symbole des États-Unis qui s'extrême droitise, je trouve que ça raconte quand même quelque chose. Bien sûr. Le comics raconte encore quelque chose de la société américaine? Ou justement ça devient compliqué? Alors je pense qu'il le fait, mais que ça demande de plus en plus de courage et de ténacité de la part des éditeurs de faire face au backlash qui se prennent très régulièrement. Et ça demande aussi du courage de ne pas répondre sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir s'abstenir, à mon avis. Partir en joute sur des sujets comme ça, c'est stérile, mais malheureusement, ça devient habituel de voir un scénariste dire vous avez lu que le premier numéro d'une série, calmez-vous, je sais où je vais, voilà quoi. Donc, encore une fois, on parle des réseaux sociaux. Donc, est-ce que Ouais. c'est vraiment une nouveauté c'est- C'est quand même des Par rapport au minorités à qui on a donné beaucoup de pouvoir, probablement, beaucoup plus qu'il n'en aurait eu mmh. dans un monde plus Hmm. moins rapide que celui des réseaux sociaux, quoi. Ouais, ouais, Bah, ouais. l'exemple dont je parlais tout à l'heure avec la revue qui publie, sélectionne, du courrier de lecteur et répond, intelligemment, tous les mois, au moment de la sortie de la revue, c'est quand même autre chose effectivement
que répondre à un bad buzz de l'immédiateté de tous ceux qui ont lu d'un coup et qui se Ouais, liguent et qui protestent et qui c'est ça, qui font. organise des campagnes, littéralement, hein. Bon, on va aller dans le Ouais. positif. Moi, je propose qu'on parle maintenant de ton travail, parce que Ah oui, on s'est assez fait de mal. Alors, la première question que beaucoup de gens doivent se poser en voyant ton travail, c'est numérique ou papier? Ou les deux? Ça a été les deux. Alors là, la planche qui pense, par exemple, c'était à l'époque où je faisais du traditionnel avant de faire du Marvel. Donc, je faisais mes dessins en crayon et je faisais les couleurs sous Photoshop. Par la suite, je suis passé au tout numérique parce que, avec l'émergence de la technologie, les Cintiq et tous ces trucs-là, je me suis mis à bosser là-dessus. Alors, tu veux dire qu'au Euh, début, tu ancrais tes planches, tu les scannais et tu les envoyais aux éditeurs américains? Ou t'envoyais tes planches ouais. par la poste? Non, j'envoyais des scans quand même. C'était non. J'ai pas connu cette époque FedEx où tout le monde devait envoyer. Je, Ce qui était compliqué d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'il y avait autant d'auteurs qui étaient new-yorkais. je me souviens des planches de quelques Français qui avaient fait des collaborations entre sur Star Wars qui partaient par la poste avec FedEx et le. Et oui, Olivier Vatine Voilà. qui avait dessiné ce Star Wars, un précurseur notamment d'ailleurs du comics. Mais ouais, non, moi j'ai pas connu cette période-là. Et après, je me suis mis au numérique, c'était pas non plus pour gagner du temps sur les envois, hein, c'était vraiment pour gagner du temps sur la production, la flexibilité que ça offrait pour faire des corrections. C'est-à-dire que c'était tellement, c'est des délais tellement rapides que des fois, je préférais continuer à faire de mon layout sur du dessin, à bouger des éléments, recadrer jusqu'au dernier moment. Euh, parce que voilà, 4 semaines pour faire 20 pages, c'est des fois même en couleur, il faut pas perdre de temps, hein. Donc ça m'a sécurisé pendant un moment. Et pendant la pandémie, où tout s'est ralenti et les productions Marvel se sont ralenties, je me suis retrouvé à faire des commissions pour. Alors la commission, c'est ce qu'on appelle le dessin de commande, hein, pour un collectionneur. Euh, et donc forcément traditionnel. Et je me suis mis à travailler au Copic, les feutres à alcool gris. Et ça m'a vraiment donné un boost, redonné beaucoup d'énergie. Voilà, ça c'est un dessin en Copic par exemple. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une lassitude qui s'était installée avec le numérique, trop de confort. Alors il y a plein de gens qui s'en sortent très très bien avec le numérique, qui perdent pas du tout en personnalité, mais moi j'en fais pas partie. Moi j'ai trouvé que mon trait avait tendance à se stériliser et ça devenait un petit peu générique par rapport à mes attentes. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de cette phase de calme de la pandémie où je me suis retrouvé à retravailler là-dessus, qui fait que quand ça a repris et que j'ai recommencé à travailler notamment pour Marvel, mais aussi pour Todd McFarlane, pour faire du Spawn, et j'ai recommencé à faire du papier, quoi. Donc des versions que je fais monter en gris et qu'après je scanne et je transforme ça en couleur. Et le photonique que je fais actuellement, je suis revenu au tradi aussi. Je fais que des pages. Alors, J'ai stoppé l'image là. Donc ça, tu vas passer en couleur directement en utilisant tes niveaux de gris pour faire la couleur en fait. Ouais. Ça, je le passe en couleur sous Photoshop, ouais. donc ça, c'est crayon, Copic, en Ouais, tradi. Et c'est tiens, ça. je vais me permettre, parce qu'il y a pas mal de dessinateurs qui nous regardent. Tu travailles sur quel papier pour avoir Alors, pour travailler le feutre à alcool de manière si sculpturale alors il faut pas qu'il y ait trop de grains quand même, mais bon, c'est pas du papier, c'est quand même pas du Bristol. Ouais, il faut que Ok. ce soit entre le Bristol et le papier légèrement à grains, quoi. Et Que ça puisse. t'as pas une marque ou un truc, un prototype à donner pour. Cela, c'est du Fabriano, je me souviens plus comment il s'appelle. Sinon, je pose pas mal sur du Painton multitechnique. Ok. Celui-là, il est bien aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est épais, parce qu'il faut que ça puisse bien absorber l'encre. Mm. Souvent, les gens qui ont des problèmes avec les feutres à l'alcool, c'est que leur trait sèche trop vite. Et du coup, ça crée ce truc d'escalier là où on voit vraiment trop les marques. Ouais. Moi, ce que j'utilise beaucoup l'humidité du Copic pour donner un effet un petit peu aquarelle. C'est-à-dire, je vais passer mes tons foncés en premier, et après, je vais repasser par-dessus avec un ton plus clair, ce qui veut dire que ça va estomper la teinte foncée, qui va un peu diffuser Une dans sorte la de liquidité. une sorte de papier layout, c'est ça un peu que t'as ou Alors pas tout à fait? beaucoup plus D'accord. épais, mais
au niveau texture, oui, c'est assez lisse, comme du papier layout. Sur le papier layout, ça marche très très bien, mais bon, ça a tendance à s'abîmer facilement, alors quand c'est pour des collectionneurs. Mais sinon, oui, c'est vrai que le Copic, je sais qu'Adam Hughes bosse beaucoup avec du papier layout, Bruce Timm aussi. Et c'est vraiment les rois du Copic, hein, le roi des marqueurs. On a Oui Star qui te dit les covers sans Copic, les tiennes, sont magnifiques. Et Merci. Cowboy Étoile qui te dit par contre, lui, les feutres à alcool l'enivrent. Ouais, il faut bien aérer la pièce. C'est vrai que ça peut monter à la tête assez facilement. Cowboy Étoile, c'est un peu le sniper humour de l'émission. Mais Non. cela dit, c'est très vrai, au Du premier tout. degré. On doit le payer bientôt, je pense. Bah, bien sûr, oui. Tout à l'heure, T'as fait énormément de couvertures. En plus d'épisodes, t'as fait plus de couvertures que de pages de comics, même, je pense. Bon, ça doit être à peu À près peu près équivalent. kiff-kiff. Mais, À part qu'un épisode, c'est 20 pages, alors qu'une couverture, c'est une. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai fait beaucoup de couvertures, ouais. c'est un exercice extrêmement différent, puisqu'on a la recherche dans le comics de l'image iconique, comme ils disent là-bas. Je ne sais pas comment on le traduirait bien en français. Qui est une sorte d'évidence, en fait, Ouais. de la situation, de l'action et des personnages. T'es un très bon cover artiste. Et depuis quasiment les premières, c'est ça qui m'a étonné. Tu as une explication à ça ou c'est juste parce que t'en as trop lu? Bah, je pense que les couvertures des Strange et compagnie étaient, dont j'étais pas nécessairement fan, mais avaient une valeur illustrative assez forte et des compositions toujours assez fortes. C'était très posé, ce que je remarque dans mon travail en fin de compte. Et donc je pense que ça a dû me formater un petit peu à faire des compositions lisibles pour faire des couvertures. Mais c'est vrai que c'est un exercice assez spécial. Au début, je me destinais pas du tout à ça parce que je trouvais ça paniquant. ça me faisait peur. Mais comme le marché à ce moment-là était quand même un peu axé sur ce qu'on appelle le good girl art, tu vois, les belles filles, et que je me situais clairement dans ce mouvement-là des Frazetta, Adam Hughes, Mark Schultz, tout ça, Dave Stevens. On m'a beaucoup donné à faire des couvertures, notamment sur Vampirella, sur Red Sonja, toutes ces filles légèrement vêtues. Et en fin de compte, je me suis retrouvé à en faire vraiment énormément, au point que ça devienne un métier à part entière. C'est-à-dire il y a vraiment deux carrières, la carrière de cover artiste et après d'intérieur. Et encore aujourd'hui, il y a des éditeurs qui me contactent que pour des couvertures, et souvent, et d'autres qui n'ont même pas conscience que je fais des couvertures. C'est vraiment deux métiers parallèles, quoi. Tu avais justement sorti ce livre, The Best of Paul Renaud. Ouais. Ça a été quoi comme expérience? Tu t'es retrouvé d'un seul coup sur un marché différent du comics aux États-Unis. C'est un marché de niche ou il y a une culture de l'illustration parce que c'est pas un truc qui existe vraiment en France. Ouais. Oh non, je dirais pas que c'est de niche, hein, parce que c'est quand même, on va dire, depuis les pin-up artistes qui qui peignaient les pin-up sur les avions, ce genre de choses, il y a une vraie tradition là-bas, avec beaucoup de livres édités, les fameuses couvertures de Robert McGuinness sur tous les polars et les films de James Bond et compagnie. Non, il y a vraiment un grand marché là, sur ce type de dessin. C'est vrai que au niveau carrière, ça m'a aidé, clairement, d'être connu par les collectionneurs de ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent moins quand je fais du super-héros ou quand je fais des choses plus classiques, et qui m'interpellent souvent en me disant mais pourquoi tu perds ton temps à faire ce genre de choses alors que tu es connu dans un autre milieu. Mais bon, c'est une richesse quand même d'être capable d'être sur plusieurs, on va dire plusieurs types de lectorat. Il y en a qui me connaissent que pour mes images de Star Wars, d'autres qui me connaissent que pour mes couvertures de Spawn, que pour du Marvel, ou pour mes héroïnes dénudées, on va dire, un peu vêtues en tout cas. Et, mais c'est assez amusant, et en tout cas c'est assez exaltant de réussir à exister indépendamment de ça dans d'autres milieux, quoi.
Je me posais la question en préambule parce que donc, moi, je découvre un peu ton travail, hein. Je suis un peu Mhm. l'ingénu de l'émission. Et en fait, comment tu définirais ta notoriété, toi? Tu as un public très américain. J'ai l'impression que, tu vois, quand Denis a titré l'émission Un Frenchie aux États-Unis, je crois qu'il y a ou dans le comics, tu vois, c'est vrai on dirait que finalement tu devrais être ultra connu. Et en fait, alors peut-être je parle trop pour moi. Si ça se trouve, ici, tout le monde en commentaire va me crier dessus en disant bien sûr qu'on le connaît, nous. Parce qu'ils savent, ils font attention. Mais tu vois, j'ai. Là, comme ça, je découvre, voilà, j'ignorais que. Et en plus, que tu fais carrière que aux États-Unis, quoi. Ouais. Alors, il y en a d'autres, et il y en a notamment avant moi. Olivier Coipel est vraiment une énorme star aux États-Unis, et il est français aussi. Mhm. Euh, Et c'est vrai mais qu'il est pas après, la très connu en nature, France, hein, Olivier. enfin, plus, mais Ah, dans la le milieu nature du du milieu comics, fait. mais pas. C'est les personnages qui sont connus de toute façon, ce Ouais. sont pas les dessinateurs. Ça, depuis les années 90, au moment où il y a vraiment eu les dernières stars, qui étaient Jim Lee, McFarlane et tout ça. Depuis, c'est vrai que l'industrie a moins poussé les artistes. Au-delà de ça, je pense pas être, de toute façon, je pense pas être une star de comics. J'ai juste travaillé sur des personnages qui étaient vraiment très connus, des séries qui étaient connues. Euh, c'est pas, j'ai pas une notoriété comme peut l'avoir, je pense, Denis dans la BD franco-belge ou Mhm. des gens comme ça, quoi. Euh, En revanche, dans le côté Vampirella et tout ça, alors là, bizarrement, mon nom a plus de star power, quoi. Quand je fais ces choses-là, ils savent que ça va vendre, ils savent que ce public-là l'attend. Alors je sais que un directeur marketing de Marvel m'avait expliqué que il nous classifie énormément. On est dans des fichiers. Alors il y a les mecs qui peuvent te sortir d'affaires au niveau des délais. T'as ceux qui sont demandés par les libraires pour des variantes cover, des choses comme ça, parce qu'ils ont un public. Et donc grâce à ça, j'arrive à peu près à savoir si je suis en demande ou pas. Et je sais que j'ai la cote avec les libraires. Et ça, je pense que ça vient de la flopée de couvertures que j'ai fait. Du coup, souvent Marvel me contacte. Est-ce que tu voudrais bien faire telle couverture alternative pour ce titre-là pour aider les ventes? Ça, c'est assez régulièrement. Faut peut-être expliquer Euh, au public français que le marché de la couverture aux USA, il y a un truc particulier, et qu'il y a la couverture du comics, et puis il y a les variantes cover. ouais, qui peuvent être exclusives soit à des libraires, qui peuvent être aussi liées à la commande, c'est-à-dire si un libraire commande suffisamment, il va commander 50 exemplaires d'un comics, il va avoir une variante cover qu'il pourra vendre au prix qu'il veut. C'est un business à part entière. Ouais. Mhm. C'est Des fois c'est juste à quantité équivalente, ils en sortent 4 et le lecteur fait son choix, quoi. Est-ce que c'est marrant, ça me fait penser au marché de l'ex-libris dans les années 90-2000, dans la BD, où on pouvait pas aller chez son libraire spécialisé sans avoir l'ex-libris de libraire Ouais, tous les mois, c'était une dizaine d'albums à la fin par libraire. Mm. Ils ont tous arrêté. Parce qu'en fait, à un moment, il y en avait tellement que ça s'est dévalorisé. Il n'y a pas eu ce phénomène-là du tout sur la variante cover. C'est assez étonnant. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, 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 beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, mais après, c'est vrai que ça fait vivre plein d'artistes et que, bon, certains libraires aussi tirent des bénéfices. S'ils le feraient pas, de toute façon, si c'était pas intéressant. Euh, Après, bon, c'est vrai que ça peut avoir son intérêt. En France, on est en train de le développer un petit peu aussi, hein. On en Il parlera. y a des, il y a des, ouais, ouais, mais ça a déjà commencé depuis un moment, hein. Vous pouvez trouver des variantes cover de Spawn pour exclusives à un libraire ou à un réseau de libraires, Dans le ce comics, genre de tu veux choses. dire, oui. Oui. Ouais, 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 ouais. Et alors avec avec la blank cover même, donc c'est une couverture Ouais, où il y a que le logo de la série. Euh, c'est ça, et, sur et, du papier dessin. et comme ça, le dessinateur peut faire ses dédicaces directement sur la couverture ou C'est mieux des ça. commissions. Ouais, ouais, Euh, ouais, exactement. Mhm. Ça marche très très bien. Et ça fait le pain béni des organisateurs de festivals, parce que du coup, ils en vendent des tonnes et les gens vont d'une table à l'autre, essayer de se faire faire des dessins par des dessinateurs qui sont attachés à la série ou pas d'ailleurs, ce qui est
Ah oui, c'est drôle. au Ouais. fun. Mm. Ouais. Et les commissions sont payantes, évidemment, Ouais, auprès du c'est public payant. français comme américain. Ouais. Et les dédicaces, vous en faites gratuitement ou ça aussi c'est à l'américaine? Bah, ça, c'est chacun qui se le voit, mais bon, en général, tout est payant. Les Américains sortent, et moi aussi, souvent des sketchbooks, des prints, des choses comme ça, pour venir dans des festivals. Et la pratique la plus courante, c'est que bon, si une personne achète un sketchbook, on va lui faire un petit dessin dedans, parce que c'est pas comme un album franco-belge. Là, tu touches tout dessus, vu que c'est autoproduit. Donc voilà, on peut faire un petit dessin gratuitement pour remercier. Mais sinon, oui, tout est payant. Même des signatures peuvent être payantes pour certains auteurs. Neil Adams faisait même payer les photos avec lui. Ça représente quelle part, à ton avis, en moyenne, dans le revenu d'un auteur de comics moyen, hein? On va pas... Ça peut être énorme pour les débutants, mais même pour des stars, parce qu'Adam Hughes, je pense que son budget festival, au moins à un moment donné, devait représenter plus que son travail de publication. Faire des commissions, c'est... Moi, Son par exemple, budget, si tu je veux faisais dire que... ses revenus, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Oui. Je pense que si je faisais que des commissions, je toucherais plus que si je produisais, que sur ma page je peux publier, c'est sûr. Parce que mes tarifs sont tels et la liste est telle de demandes de commission que je pourrais ne faire que ça, sans aucun problème. Après, le souci, c'est que est-ce que ça continuerait pendant longtemps, Oui, c'est ça, puisque oui. tu deviens visible aux yeux des lecteurs. Donc, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Ça fait Ouais, partie de l'important, c'est... Pardon, vas-y. Vas-y, non? Ah, mais ça fait Je partie veux d'une dire, certaine... Ah l'important, bon, on va y c'est... arriver. Ça fait partie d'une certaine gentrification, hein, le fait que puissent accéder à un plus de l'artiste ceux qui en ont les moyens. Ouais. C'est pas sans doute un hasard que tout ce marché décorrèle du public le plus pauvre et le plus populaire, quoi. Donc, Oui, et des enfants. et des enfants. Ouais, ouais. Mais bon, après, ça reste aussi quand même un outil pour s'auto-sponsoriser, tu vois. Moi, quand je prends des décisions comme faire Photonique avec un petit éditeur, je sais que je peux aussi retomber sur mes pattes grâce à ça, parce que en cas vraiment de crise, à un moment donné, je peux toujours faire des commissions et je sais que je vais me remettre à flot rapidement. Donc voilà, je vais pas cracher dans la soupe, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, je ne sais pas si ça commence à arriver en France. Euh, Personnellement, j'ai été organisateur, enfin aidé à organiser des festivals et on pratiquait ça, puisqu'on a invité des auteurs américains, donc j'ai tout de suite expliqué aux organisateurs qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des auteurs de renom sans passer par cette phase-là. Et ça s'est très bien passé. Euh, et les dessinateurs français que j'ai invités dans ces événements-là, qui se mélangeaient aux auteurs américains, ont un peu pris le pli aussi, parce qu'ils trouvaient ça finalement assez intéressant. Olivier Vatine aujourd'hui fait des commissions et pour avoir été à ses côtés en festival, ça ne désemplit pas. C'est quelque chose que les gens demandent, avoir un dessin qui est beaucoup plus intéressant, qui est une vraie œuvre, plutôt qu'un petit gribouillis vite fait qui est à peine plus qu'une signature, ça semble prendre et ça semble intéresser le public. Tu nous recommanderais de faire ça dans la BD, en clair, plutôt que de dédicacer gratuitement tous nos week-ends. Enfin, moi, je le fais plus, hein, mais... Ben, en tout cas, c'est sûr que la dédicace, moi j'en fais sur Photonique, sur des choses comme ça, parce que déjà c'est des livres chers et que je suis intéressé, plus que ne l'est un auteur franco-belge par rapport au contrat et toutes ces choses-là. Donc je suis coproducteur de mon projet, donc je mouille la chemise, ça ne me dérange pas du tout de remercier les lecteurs et d'être... Après, je pense qu'en effet, si je devais travailler dans un arrangement classique, je sais pas si je ferais des dédicaces gratuites autant, quoi. Ça, c'est certain. En tout cas, faire des commissions en plus, je sais que ça attire des gens qui ne viennent que pour ça, qui n'ont aucun intérêt à avoir une dédicace, mais qui veulent une commission, ça c'est sûr. Kibar nous disait dans les commentaires Il y en a plus qu'on le croit. Kibar dans les commentaires nous disait que ça représentait pour lui 90% de ses revenus aujourd'hui. Ah oui, oui, Kibar, donc il fait du Spawn aussi, il a fait des couvertures pour Todd McFarlane. Il me racontait qu'il était allé justement à un festival de Spawn, et là-bas, voilà, c'est la culture, donc
il le pratique en France et je pense qu'il a raison. Bon, t'as dû voir que j'avais basculé sur des images photoniques parce que t'as dit le mot photonique 10 fois. Je pense que tu veux nous en parler. Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que c'est mon actualité et que c'est français. Donc c'est des questions que je me pose actuellement. Tout ce que tu viens de dire est très pertinent par rapport à ce que je suis en train de vivre et est-ce que je continue sur mes pratiques, tu vois, de Marvel, ou est-ce que je dois changer le tir? Donc c'est pour ça que J'avais une petite réflexion à faire, si vous m'autorisez, avant de passer à Photonique, mais Ouais. il y a, j'ai entendu des histoires, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans les Japan Expo et tout ça, il n'y a pas le même rapport de la commission, sous-entendu, si tu n'es pas l'auteur de l'œuvre, tu n'as pas le droit de les représenter, et il y a un moment donné où la répression des fraudes était venue et avait détruit tous les fanarts, saisi tous les, tu sais, tout le Ouais. le merchandising, le fan Alors oui, merchandising de... ça c'est très différent parce que là on parle de reproduction. Les Ouais. reproductions, même pour le marché américain, ne sont pas tolérées. Hein. Si, moi le premier, hein, si je vois mes dessins reproduits, ça va pas m'amuser. Alors, je parlais pas de reproduction, je pense à des fans qui dessinent les héros qui ne sont pas les leurs, à leur façon, dans leur style, et même ça Ah, avait été saisi, détruit, tu vois. C'est pas vraiment de la contrefaçon, mais c'est ce qu'on appellerait du parasitisme en droit français. C'est-à-dire qu'on Ouais. finit par faire son économie sur le dos de quelqu'un. C'est vrai que ça pose des questions, hein, parce que toi, quand tu es un artiste Marvel ou DC, que tu ailles faire des personnages Marvel et DC, il y a une sorte d'évidence, c'est une sorte d'échange de bons services. Hein. oui, il y a une grande tolérance vis-à-vis de ça. Hein. Mais c'est vrai qu'en France, on verrait assez mal imaginer Robert qui fait des cases Blueberry et Ah ouais. de Largo Winch. Ça, Pourtant, moi j'en ai fait. Bah, c'est ce que j'allais te dire, pour autant, t'as bien dû dessiner des personnages dont tu n'as pas été l'auteur ni Bien de sûr. couverture, ni de... Donc, qu'est-ce qui te donne le droit? T'as un tampon, t'as un label, t'es affilié, comment ça marche? Non, c'est vraiment les us et coutumes. Hein. C'est comme ça que ça se fait aux États-Unis. J'ai jamais dessiné de Batman professionnellement et le nombre de fois où on me le demande en commission ou sur une blank cover, ça pose pas le moins de soucis. C'est à partir du moment où tu es un dessinateur. Voilà, si Denis prend une table au Comic Con de New York la prochaine fois, on va lui demander de dessiner un Batman et d'ici on aura tu sais que rien à faire. Et... tu sais que j'ai commencé comme ça. Quand j'avais 17 ans, j'ai rejoint le fanzine Scarce et j'allais en festival avec eux et pour aider à vendre le fanzine, qui était un fanzine très textuel, on va dire, je faisais des dédicaces de super-héros. Donc il y a des gens de temps en temps qui me ramènent des Batman ou des Serval, parce que Wolverine n'existait pas encore, que je faisais quand j'avais 17 ou 18 ans sur des Scarces. Quoi. Donc à l'époque, je ne m'étais pas du tout posé la question du parasitisme, en l'occurrence. Ouais, je me souviens que quand je t'ai fait venir au Toulouse Game Show, un fan t'avait demandé, parce que tu avais fait exceptionnellement des dessins tirés au sort, je me souviens que tu avais dessiné les Human Torch pour un fan dans un album de Universal War One, ce qui m'avait bien fait rire. Oui, ce qui m'a bien amusé. Ce qui, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la pop culture dans cette pratique très ouverte de la circulation des personnages, etc., qui date d'une autre époque et qui est vraiment un des trucs les meilleurs. On a le sentiment de faire partie d'une espèce de grande famille de la pop, comme ça, de faire une sorte de bœuf géant entre artistes. C'est vraiment un truc assez super et qui est très très loin du côté mon œuvre à moi, de moi le génie créateur de l'artiste français qui, sans souhait génial, agit comme si son œuvre était absolument géniale et totalement habitée par lui-même et uniquement par lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'aussi les séries américaines, combien de dessinateurs sont passés sur Batman, combien sur Daredevil, combien sur les X-Men. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion-là, que même si tu ne l'as pas dessiné, il est possible qu'on te demande demain de le faire. Pour les lecteurs, il n'y a pas de crime de lèse-majesté à demander à quelqu'un qui n'est pas encore passé sur tel. Au contraire, même ça peut représenter un attrait d'avoir Olivier Coipel qui va dessiner un Superman alors qu'il ne l'a jamais fait.
qui est un mauvais exemple parce qu'il l'a fait. Oui, je m'apprête à dire, ça y est, il s'est planté. On a Kibar qui dit les Big Two savent que je pense qu'ils pensent à DC et Marvel, ils savent que c'est leur soft power de voir des fan artistes reprendre leurs personnages en Mais convention. oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a une grande tolérance vis-à-vis de ça. Même honnêtement, quand on fait des prints ou des sketchbooks, je me souviens avoir souvent vu des éditeurs venir me parler à ma table à New York et être avachi sur tous mes prints faits de manière totalement illégale, mais tout le monde le fait et ils le savent très bien. Et généralement, même je leur envoie le sketchbook, le dernier sketchbook, parce que voilà, ça leur plaît de l'avoir. Bon, Ils voient ça parce que c'est aussi une petite économie de niche oui. qui a rien. Parce que puisqu'ils sont encore dans l'idée d'être sur un mass market, eux. Bien sûr. Il ne faut pas en abuser non plus. On les vend pas en ligne, on fait pas ce genre de choses. D'autant que je me rappelle que Marvel, à une Comic-Con, avait invité ouvertement les artistes, et je parle d'une Comic-Con en France, avait invité les jeunes artistes à venir avec des books et leur disait dessinez des Spider-Man, dessinez des Daredevil et venez nous montrer de quoi vous êtes capable. Donc, je pense qu'ils ont, à mon avis, ils ont intégré positivement mais aussi parce que ils ont tout ce roster de personnages. En fait, c'est les personnages n'appartiennent quasiment plus à leurs auteurs de départ, en fait. Voire même, c'est leur réalité à eux. Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai le temps de reposer une question, Denis, ou est-ce qu'on passe à Photonique? Parce que justement, moi, j'avais, je lui fais hausser les yeux au ciel. Moi, c'est un truc qui m'étonnera toujours quand même, le côté maintenant sacralisé tu sais, là, en ce moment, on parle de la timeline dans les films et tout. On est sur les personnages et des acteurs qui vieillissent, on peut pas les garder, on est quand même obligé d'aller chercher autre chose. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Est-ce qu'il y a encore la place avec toute cette histoire de continuité pour de la nouveauté, de la vraie nouveauté sur le marché américain et je pense même sur le marché français, puisque là tu reprends Photonique, donc il y a aussi un ancien héros. T'as pas eu envie de créer ton super-héros, toi? Comment tu te positionnes? Alors, par rapport à la première partie de ta question sur le timeline, les éditeurs se posent eux-mêmes la question. Chez DC notamment, ils sont en train d'exploser un peu le concept. Il n'y a plus vraiment de continuité. Plein de choses paraissent en même temps, des versions différentes des héros. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de continuité chez DC Comics, faut dire. On pourrait dire ça. Mais bon, voilà, donc ça devient plus clairement voilà, la série d'un tel, la série de Batman et Catwoman, la série de Batman mais où il n'est pas avec Catwoman, la série de Batman mais c'est dans le futur, celle où il est sur une terre parallèle. Bon, donc il y a une école, oui, en effet, qui considère que c'est devenu un handicap de garder cette continuité, et ceux qui, au contraire, estiment que c'est un gâchis de ne pas profiter de cet héritage. Alors bon, c'est vraiment compliqué à gérer. Je me souviens que John Byrne avait un peu théorisé ça, parce qu'on avait l'habitude de dire tout ce qui se passe dans l'univers Marvel se passe maintenant. Ce qui se passait avant, c'était il y a 10 ans. Ce qui se passe dans le futur, c'est dans 10 ans. Et il n'y a que ce laps de temps pour pas que les héros vieillissent trop, quoi. Et Byrne avait réduit ça en disant non, en réalité, il faudrait que ça soit 7 ans pour que ça soit vraiment parfait. Donc entre le moment où les 4 Fantastiques existent, si on remonte le plus loin possible, c'était il y a 7 ans, ce qui explique l'âge de leur enfant, enfin ce genre de choses. Ce qui était pas mal vu d'ailleurs. Qui correspond au rythme de vie du lecteur de l'époque, qui commençait à lire à 10 ans, était au milieu de sa maturité comics à 17 ans et à 24 ans était parti quasiment, quoi. Ouais, c'est ça. Le renouvellement du lectorat. Donc moi, je me suis pas vraiment positionné sur ces notions-là, d'autant que j'ai pas écrit pour Marvel ni DC, donc j'ai pas vraiment de. T'as quand même dû suivre des costumes et ce genre de choses. J'imagine qu'on te disait alors Captain America, il s'habille comme ça à ce moment-là, quoi. Oui. Mais justement, on triche toujours un peu parce que moi, j'ai dessiné. J'ai eu l'occasion, alors c'est un hasard certainement, mais j'ai eu l'occasion de dessiner des modernisations d'origine de personnages très souvent. Que ce soit celle de Captain America, de Black Panther ou des 4 Fantastiques. Et à chaque fois, donc, il y avait ces flashbacks où, même si en réalité ils ont été créés dans les années 60, ils ont quand même des téléphones portables, ils ont quand même des voitures d'aujourd'hui. Voilà, parce que sinon les jeunes lecteurs vont se dire comment ça se fait que ces mecs-là avaient déjà 30 ans dans les années 60. Ils avaient des voitures qui volent dans les années 60. Hein. Oui.
Alors Captain Ouais. America, je crois qu'ils ont résolu le problème en le décongelant de plus en plus tard. C'est-à-dire que Ouais, exactement, ouais. Mais en fait, théoriquement, c'est pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été congelé, puis après on le décongèle, plus dans les années 60, mais plutôt dans les années 80 ou 90. Voilà. Tu sais qu'on s'est retrouvé après, avec ce problème-là dans le Goldorak, c'est drôle. Parce qu'en fait, c'est une série qui se passe dans les années 70. Ouais, bah oui. On raconte que ça se passe, en gros, on imagine 5-10 ans après, à part que ça se passe aujourd'hui. Et qu'il y a Ouais. quand même Riegel dedans qui fait la guerre de 39-45, donc à 2000 ans à peu près. Et personne ne se pose la question. Parce qu'il y a une suspension du sens critique qui est quand même sidérante sur ce genre de choses. Personne nous a fait Ouais, la parce remarque que- sur le fait que Riegel, il était mort s'il avait fait, s'il Je pense s'il qu'il y a avait une fait la guerre. acceptation maintenant. Ouais. Il y a une acceptation de ce genre de grand écart. je te l'ai pas dit, mais j'étais surpris qu'il soit en vie, vraiment. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il est aussi Avec- tout ratatiné. Parce que Mm, mm. il perd 1 centimètre par année, t'imagines, quoi. Mais plus largement, ma question, elle était aussi sur, tu vois, quand j'ai commencé à voir fleurir les Marvel 1600, je sais plus quelle année, 1602, Ouais. Marvel Zombie, tu vois, je me suis dit, alors donc on est dans une... et là, en ce moment, il y a la série What If, tu vois, qui reprend un tout petit peu tous ces concepts, tout ça pour nous dire que tout est canon. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que je sais pas, c'est un peu comme dire on a un roster de personnages principaux et quelle que soit l'histoire ou le genre d'histoire qu'on va raconter, on va le faire passer à la moulinette de cet univers-là, de ces personnages-là. C'est la force Ouais. de Marvel, hein, en même temps. Ouais. C'est-à-dire que c'est, Oui. c'est presque de l'ordre du religieux. C'est-à-dire qu'il y a il y a une Bible maintenant, toi, mais au sens en termes de richesse, d'histoire, de personnages, de liens entre eux, de symboles et tout. Et moi, je sais que je suis lecteur de Marvel et pas de DC grâce à cet univers partagé justement. Parce que je m'intéresse pas à ce qui se passe autour de Spider-Man. Je m'intéresse plutôt à ce qui se passe auprès des entités cosmiques. Mais en fait, tout ça est lié. De temps en temps, je vais aller lire un épisode de Spider-Man parce que là-dedans, il y a quelque chose qui a un lien avec un personnage, qui a un lien avec un personnage d'une aventure que je suis, et avec quand même des résonances, alors c'est à des moments, mais sidérantes quoi, entre les choses. C'est-à-dire que t'as vraiment, tu sens résonner dans Daredevil des choses qui sont passées à l'échelle cosmique et vice versa. Quoi. Et quand t'es gamin, particulièrement, ou t'es Spider-Man en fait, sans les pouvoirs, t'es rien. T'es dans ta chambre avec ton comics. T'as l'impression que l'escalier qui monte jusqu'aux entités, éternité et compagnie existe marche par marche. Et que t'as le droit de le gravir avec les personnages. Et ça, c'est quand même assez magique. Ah ouais, c'est euphorisant, ouais. Ça, je suis d'accord avec vous, mais à l'âge qu'on a tous les trois, justement, est-ce qu'on n'est pas la J'ai dernière 14 ans, j'ai cible de 14 ans. ça? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, mon fils, tout ce qu'il a découvert de Spider-Man, et aujourd'hui il a 11 ans, c'était Les films. le Spider-Verse était complètement intégré. Il n'a vu que du Spider-Man avec au moins 14 Spider-Man à l'écran, si tu veux. Et moi, ça, c'est un truc qui m'étonne. Je me dis comment il fait pour apprécier ça s'il n'a pas connu le premier, tu vois, l'origine. Maintenant, on a l'impression qu'il faut avoir tout vu, tout connu pour avoir toutes les refs. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a Ouais, encore des pourtant, portes d'entrée? ouais. Pendant longtemps, c'était pas le cas. Enfin, en tout cas, dans les comics, Stan Lee avait l'habitude de dire qu'il faut que n'importe quel comics soit le premier comics de quelqu'un. Donc, il faut que tu puisses pouvoir accrocher les wagons sans avoir besoin d'avoir lu son origine ou Et on quoi. a accroché les wagons, nous, n'importe quand, dans toutes les séries. Bien Hein. sûr. Oui. Ouais. Mais évidemment, on achetait le numéro je ne sais pas combien d'une série, puis sans problème, on pouvait. Avec le temps, c'est devenu compliqué. On a un peu perdu cette façon de faire. Et c'est un peu dommage. Parce qu'on est allé plus vers la mini-série, alors c'est des histoires en 6 parties pour que ça corresponde à une intégrale. Et bon, maintenant, ça demande d'avoir une connaissance de ces personnages-là extérieure à ce récit en particulier. Et j'ai vu un commentaire passer de quelqu'un qui me demandait s'il y a un vieillissement dans le lectorat. Malheureusement, Et c'est oui. pas ouais, qui demande. Voilà, malheureusement, oui, parce que justement, les jeunes ont plus de mal à démarrer sur des sagas qui s'étendent sur des années ou avec des personnages qui ont l'air de se connaître. Enfin, c'est comme d'arriver dans une soirée où tu connais personne, mais tout le monde se connaît, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a un peu cette tendance-là actuellement, et les jeunes ont un peu de mal à s'y mettre. Alors ils comptent sur les films pour... et ça marche, c'est sûr, pour que le public ait une connaissance assez globale. Tout le monde sait maintenant qui est Iron Man, dans les grandes lignes. Tout le monde sait qui est Thor, tout le monde sait Captain America. Mais le problème, c'est que ça stérilise un peu. Parce que si c'est ça le point de départ de tout, à chaque fois, il ne faut jamais s'en éloigner trop. Et ça va donner des résultats qui peuvent être assez décevants, là où dans les années 80, l'époque où on lisait, des sagas justement comme les dérivés de Denis, on voyait un Spider-Man qui partait dans l'espace, on n'avait rien besoin de savoir parce que l'histoire était faite pour que les personnages soient introduits de manière organique à l'histoire et qu'on comprenne qui ils sont. Je me souviens que la première fois que j'ai lu ces histoires-là, c'est les premières fois où je lisais les Avengers, et je comprenais qui était qui parce que le récit était fait de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est une manière c'est un savoir-faire qui s'est un petit peu perdu. De la même manière qu'ils ont perdu le savoir-faire de raconter une histoire en un épisode. Oui. Qui était toutes les grandes sagas de Kirby et Stanley, les plus grandes c'était 2 comics. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ça nous prendrait combien d'années pour raconter ça? Et la saga du Phénix qui nous a paru durer une éternité, elle doit tenir sur 4 comics, quoi. Hein, oui. Ouais. Tout à fait. C'est vrai, ouais. C'est un savoir-faire qui se perd aussi en BD franco-belge, le réussir à raconter une histoire en 48 pages. Et pas en 200. Et je pense que c'est parce que les gens savent plus exactement ce qu'ils racontent, en fait. C'est-à-dire qu'on parlait des concepts au début, mais en fait, on a un super concept marketing, alors il faut le faire durer. Ouais. Alors qu'en fait, à l'époque de Kirby ou de Byrne, ils avaient un super concept marketing par épisode. Oui, ils n'avaient pas peur d'inventer. Je pense que c'est les travers du cinéma qui sont arrivés un peu sur les autres médias. Cette idée de toujours devoir tout redéfinir, tu sais, ça vient vraiment d'Hollywood. Si tu fais quelque chose, il faut redéfinir. Aujourd'hui, n'importe quel scénariste qui arrive sur Avengers ou Fantastic Four, il faut qu'il redéfinisse. Non, il y a aussi une manière de créer des nouvelles histoires, des nouvelles configurations qui sont hyper intéressantes, enrichissantes pour le mythe, mais qui ne consistent pas à redéfinir qui sont les personnages. C'est vraiment comme tu dis, c'est un art qui je sais pas si c'est perdu, mais en tout cas, il est clairement sous-estimé et mis de côté par les scénaristes actuels, je pense. Il s'est en partie perdu. Moi, je pense qu'il y a même des problèmes de technique qui sont perdus. Enfin, toi, il y a un moment, comme pour le dessin, en scénario, il y a toute une part qui est de la technique, voire de la technologie du scénario. Et quand la commande n'est plus passée pendant 20 ans ou 25 ans, les nouveaux entrants, ils n'ont pas jamais eu à répondre à cette commande-là, la commande du cours, la commande de l'épisode unique. Et je pense qu'ils savent plus le faire, en fait. Vaudrait-il le refaire aujourd'hui? Ça, c'est très difficile. Hein. Ça a quand même été une sauce qui a été montée pendant 30 ou 40 ans à partir de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Par les scénaristes, et qui s'est vraiment accompli réellement que dans l'équilibre entre l'épisode qui pouvait être grotesque avant un petit peu à être court et l'équilibre entre l'épisode unique qui est dans une saga qui donne un sentiment de continuité. Il a vraiment été atteint dans les années 70 seulement. Ça a été long à mettre au point, quoi. Bon, Photonique. Il y a qui avec Photonique, ouais. Photonique, ouais, c'est les mêmes problématiques que je me pose, en effet, de ressusciter une série qui était très populaire dans les années 80. Et... On explique peut-être aux gens qui ne connaissent pas les conditions de parution à l'époque. Photonique, donc, c'était un personnage qui a été créé à l'époque où les éditions Luc publiaient Marvel en France, avec les fameux magazines Strange, Nova, Speedy, Titan, Special Strange, tous ces magazines-là. À un moment donné, les éditions Lug ont voulu produire plus eux-mêmes et ont demandé à leurs artistes qui étaient jusque-là des artistes sur des séries comme Blake le Rock ou Kiwi, des trucs comme ça, et de la retouche des Marvel, ouais. Ils leur ont demandé de créer des super-héros. Donc à Jean-Yves Mitton a créé Micros et Ciro Tota a créé Photonique, qui sont des personnages américains dans leur contexte. Ils évoluent aux États-Unis, ils ont des noms américains et des identités secrètes américains, mais qui étaient faites par les Français, alors undercover, puisque les Français en question avaient américanisé leur nom pour qu'on croie à des nouveaux persos Marvel
Jean-Yves Mitton, c'était John Milton et Cyrus Tota à la place de Ciro Tota. Et ça a marché, Et ça a marché, oui. Ouais. Est-ce que c'était pas un peu les yéyés de la BD, en fait? numéro un aux États-Unis. Entièrement faux, il y avait un côté comme ça. Mais à part que c'était pas des reprises, justement, ils ont quand même inventé un truc qui était à eux tout de suite. C'était rigolo. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais Ciro était fan des super-héros déjà. Il lisait Fantasque, il lisait Marvel, les premières revues qui avaient été éditées, donc il connaissait bien ça. C'était vraiment pas juste une mission à la con, hein, c'était vraiment quelque chose auquel il croyait. Et donc ils ont créé une revue qui s'appelait Mustang dans un premier temps, et puis finalement ils ont réinjecté à la fois Micros et Photonique dans des revues. Mustang, il y avait le super-héros indien, c'est vrai, oui. Ouais. Et donc la particularité c'est que de ces séries-là, c'est qu'elles se sont retrouvées côte à côte avec notamment les X-Men dans Speedé et les Guerres secrètes, What If et tous ces trucs-là. Donc c'est un personnage qui a bénéficié de l'aura de Marvel, mais qui, à mon avis, était largement à la hauteur. Surtout que c'était vraiment du roman jeunesse, mais de qualité. Photonique en particulier a marqué pas mal de gens parce que c'était la sincérité, l'humanisme du perso. Donc c'était un super-héros qui a une origine typiquement Marvel. Un bossu qui a une vie difficile, qui est exposé à une expérience qui tourne mal et qui devient l'homme-lumière, mais qui continue à se retransformer et continuer à avoir ses problèmes de vie sentimentale et tout ça. Donc c'est vraiment typiquement le héros de Stan Lee et Jack Kirby et Steve Ditko, le plus pur. Mais fait de façon quand même, en tout cas pour moi, il se démarquait un petit peu du reste, surtout avec le temps, parce que c'est une série qui s'est étalée sur 10 ans. Au début, c'était assez enfantin. Moi, je trouvais ça un petit peu trop enfantin, je me Ouais. souviens. Ah oui, c'était clairement enfantin. Je pense que c'était la mission qu'on leur avait donnée. Speedé visait à rajeunir le public Marvel, hein, je crois, le magazine, il avait été conçu comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Et mais bon, de fil en aiguille, il aborde un petit peu tous les genres. T'as du vampire, t'as de la SF, t'as un peu tout. Et ça se termine sur un épisode qui est clairement manga, avec les enfants d'Apocalypse, qui est la dernière saga qu'ait fait son créateur, hein, Ciro Tota. Et qui nous a tous scotchés d'une force. Ouais. C'était Independence Day 10 ans avant, quoi. On n'avait jamais vu ça, quoi. C'était... Bon. Ouais, c'est la série prend un tournant adulte avec des enfants sur qui on fait des expériences, qui sont des mutants, alors tout d'un coup ça devient vachement moderne par rapport à ce qui était dans ce qu'on pouvait lire dans Photonique juste avant. Très spectaculaire. Très spectaculaire. Et puis la série s'arrête là-dessus, parce que Ciro Tota devient cover artiste, couverture, dessinateur de couverture pour quasiment toutes les revues Lug et Semic à l'époque, racheté par Semic, et donc il avait plus le temps de faire la suite de Photonique, et donc on est resté là-dessus pendant des années, où lui-même est passé à autre chose, puisqu'il a fini par travailler pour la BD franco-belge avec Fuzzy Fisby, puis il a repris Aqua Blue. C'est là que je l'ai rencontré, moi, chez Delcourt. Ouais. Donc avec le succès qu'on lui connaît, et il n'est jamais vraiment revenu sur Photonique, à part pour des petites couvertures à droite à gauche sur des tentatives de réédition. Qui n'ont pas vraiment marché à différents moments, jusqu'à la reprise récente des éditions Black and White qui ont fait des intégrales en noir et blanc, puis recolorisation, qui maintiennent un peu le truc en vie. C'est eux qui m'ont contacté à l'occasion justement de ce qu'on voit à l'écran. Ils ont créé en fait, ils recolorisent les histoires classiques de Ciro Tota des années 80, et ils demandaient à des artistes d'aujourd'hui de faire des petites, ce qu'on appelle des backups, donc des histoires courtes, soit en hommage, pendant, ou qui donnent un autre regard sur l'histoire classique. Donc Pierre Alary en a dessiné une, Franck Biancarelli en a fait une autre, et ils m'ont contacté en me demandant laquelle je voulais faire, et immédiatement j'ai choisi Les Enfants d'Apocalypse parce que c'était la dernière, et pour moi c'était un gros kiff de pouvoir faire la suite en fait. Plutôt que de faire une petite histoire hommage, ça me permettait de faire une histoire courte qui se situe après et qui apporte un épilogue à l'histoire qu'avait fait Tota, qui se terminait sur vraiment vraiment une fin très amère,
où les enfants sont récupérés par l'armée, on se doute qu'ils deviendront des armes pour eux. Enfin, il y avait le cynisme envahissait Photonique pour la première fois, et les héros en étaient bien tristes. Ça m'avait un peu traumatisé à l'époque. Tu finis exactement sur l'image inverse, les colombes et le bonheur. Voilà, Je sais pas c'est si on ça. voit en tout petit, mais... Donc j'ai fait cet épisode-là avec beaucoup de bonheur sur cette suite des enfants d'Apocalypse, et c'est à cette occasion-là que, en discutant avec l'éditeur, on s'est dit mais pourquoi pas relancer une série, est-ce que je serais d'accord pour le faire. Donc moi évidemment j'étais très excité, d'ailleurs j'ai fait un cliffhanger à cet épisode-là, j'ai fait une fin ouverte qui pouvait relancer la série, mais bon c'était un petit peu comme une blague en disant allez un jour peut-être. Mais c'est devenu très sérieux dans nos conversations. Et à tel point que voilà, on a commencé à discuter business, à savoir comment ça serait possible pour moi de passer 1 an à faire que ça, sans finir à la rue. Donc voilà, et c'est là-dessus qu'on a décidé de faire un projet sur Ulule, financement participatif. Lui, il en avait déjà fait quelques-uns avec succès sur les rééditions des épisodes de Siro. Là, pour moi, ça a été vraiment un game changer parce que j'avais pas idée qu'un petit éditeur puisse créer un projet de cette ampleur et le financer. Et donc, j'ai commencé à y croire, on y a travaillé et en amont pour créer l'histoire, validé par Siro Tota, qui était assez amusé que je reprenne sa série. Et le Ulule a été un succès assez immédiat. On a rempli l'objectif à 100% en moins de 20 minutes. Et maintenant, on est, je crois, à 525, quelque chose comme ça. Alors qu'il reste encore quasiment 1 mois. Donc c'était vraiment très très surprenant pour moi de voir que les lecteurs étaient encore demandeurs et qu'ils allaient prendre. Parce que c'était évidemment pour moi et pour Raphaël, l'éditeur de Black and White, il y avait une certaine évidence à ce que un auteur de comics Marvel français reprenne Photonique. Surtout que voilà, Siro c'est une grosse influence pour moi, donc au niveau du dessin, je me situe vraiment dans cette école de ligne qu'il avait, dont il fait partie aussi. Donc on se disait entre nous que c'était une certaine évidence, mais est-ce que les lecteurs allaient le voir comme une évidence et l'accueillir aussi positivement que nous? En fait, ils l'ont accueilli encore plus positivement que nous, manifestement. Et donc le projet est lancé, puisqu'il est financé. Maintenant, il monte, il continue ce qui nous permet de développer ce qu'on voit à l'écran, notamment des contreparties différentes. La saga, c'est une saga de 180 pages, qui va être divisée en 3 albums. C'est ça que financent les gens. C'est-à-dire c'est réellement du mécénat dans le sens où ils financent l'élaboration du projet, pas juste la construction du livre. Les dates de parution vont s'étaler d'octobre de cette année jusqu'à novembre de l'année prochaine. 3 albums vont paraître, 1 de 80 pages et 2 de 50 pages. Alors je parle de pages de BD. Il va y avoir beaucoup de bonus en plus. Ça va être des gros volumes remplis de bonus. Mais c'est devenu un gros projet. On a décidé de faire ce petit newspaper adventure strip parce qu'on était fan des journaux du dimanche, où il y avait les pages de BD à l'époque. Il y a eu des initiatives aux États-Unis récemment, les Wednesday Comics de DC. Steve Rude a fait du Nexus comme ça aussi, un grand format. En France, Alex Alice a fait prépublier le Château des Étoiles. Et donc on a eu envie de faire ça. J'ai dessiné une petite histoire courte pour tester sur un des personnages secondaires qui allait apparaître dans la BD. Donc ce journal-là va regrouper 4 petites histoires comme ça. Pour rejoindre ce que tu disais, Denis, l'art de faire de l'histoire courte, pour moi c'est un gros plaisir qui est périphérique à la grosse saga. Donc les gens peuvent le trouver aussi sur le Ulule. On a mis des prints. Black and White spécialisé dans le tirage de tête va évidemment faire un gros tirage de tête en noir et blanc. Donc tout ça, c'est transversal, mais ça permet de faire monter le prix du Kickstarter et rentabiliser un peu le projet de manière à ce que un truc comme ça, d'une telle ampleur, soit viable.
Ça, pour moi, c'est vraiment complètement inédit et je trouve ça fantastique. Ça ouvre des horizons phénoménaux, quoi. Qu'un petit éditeur puisse produire ça, je pense pas qu'aucun éditeur n'aurait voulu le faire. Et maintenant, je pense qu'ils se seraient tous heureux d'engranger ce que Black and White est en train de développer. Est-ce Donc, que nous, les fans, qu'on soit auteur, éditeur, oui, nous les femmes, nous les fans, donc, on n'a pas été un petit peu éjectés en fait de la prise de décision, alors que fondamentalement, quand tu fais un photonique, tu fais un photonique pour toi-même, parce qu'en fait, tu es le lecteur idéal de cet album. Ton éditeur est apparemment aussi un des lecteurs idéaux de cet album. Moi, quand je partage c'est un gros passionné, ouais. Quand je partage ta news, là, je le partage parce que t'es un copain, mais surtout parce que moi aussi, je suis un lecteur idéal de cet album, enfin toi. Et j'ai l'impression que dans un monde où énormément de gens qui publient la bande dessinée n'aiment plus la BD populaire, on se bouche un peu le nez sur la pop culture et bien, voudrait bien ne faire que des romans graphiques qui peuvent montrer à leurs amis parisiens sans avoir honte, ce qu'on appelle du coffee table book dans l'édition, c'est-à-dire des livres qu'on peut poser sur sa table de salon et qui valorisent le propriétaire de l'appartement au lieu de le dévaloriser comme peut faire un comics Marvel, dans l'imaginaire français en tout cas. Est-ce que le fait que ce soit toi qui prennes la décision et ton éditeur en fan, c'est pas le meilleur moyen simplement de refaire de l'édition en fait? Je pense, en tout cas, les lecteurs, ils semblent être super réceptifs à cette combinaison-là. Parce qu'en fait, vous le faites exactement comme les lecteurs le veulent, puisque vous êtes ces lecteurs-là. Enfin, de la même manière que je pense que quand nous on a fait notre Goldorak, par exemple, on l'a fait pour nous. Enfin, je veux dire, D'ailleurs, c'est un de mes modèles en termes de reprise. C'est clairement ce que j'ambitionne de faire. Mais oui, je pense que tu as raison. C'est la simplicité avec laquelle on l'a monté n'aurait pas pu exister dans une structure différente. C'est un travail de passionné, mais fait sérieusement, quoi, on va dire, fait avec les armes des adultes qu'on est maintenant. Ce qui est certain, c'est que ça lève des armées de gens investis et passionnés, beaucoup plus que ce que j'ai pu expérimenter en faisant des bouquins Marvel, qui sont clairement interchangeables. Tu vois, par rapport à la quantité de bouquins qui sortent et de la quantité de créateurs qu'il y a dessus. Et c'est même ce qu'on leur dit quand on fait des multiples couvertures, en fait, par certains côtés. C'est que même la couverture, elle est interchangeable. Donc, exactement, ouais. Donc, non, c'est vrai que c'est des questions pertinentes. Enfin, moi, je me pose beaucoup de questions, en effet, vis-à-vis de comment revenir à une formule classique après avoir vécu quelque chose comme ça. C'est très euphorisant, très exaltant de voir l'énergie et le soutien vraiment des lecteurs qui sont prêts à dépenser des sommes pour nous assurer le confort de créer l'œuvre correctement. Et je t'avoue que je suis assez touché par l'enthousiasme que ça a soulevé. Maintenant, on va essayer de transformer l'essai en termes de développement même à l'étranger. On a réveillé quelqu'un dans les commentaires, il y a Pat Perlin qui nous dit « Tu veux dire, Denis, que les éditeurs seraient inutiles, dépassés, déconnectés ?» Alors, s'ils nous écoutent, je vous aime quand même, mais un peu parfois, oui. Si je peux compléter un tout petit peu, c'est que là, tu dis que vous avez levé une armée, mais en fait, finalement, grâce au principe des contreparties, finalement, un livre peut être financé avec quelques centaines de lecteurs, c'est ça? Et après avoir une vie en librairie, pourquoi pas? Ouais. Là où on est dans un rapport complètement inverse dans l'édition classique, avec un livre qui a tout approuvé, qui peut faire un four monumental et ne pas avoir au préalable touché son lectorat. Qui est en fait financé par un éditeur qui est censé y croire s'il fait ça, alors qui est mal financé, donc ça veut dire qu'il y croit moyennement, par un éditeur le plus souvent, hélas, et qui est en fait jeté dans la fosse au lion à la fin, sans que personne réellement, à part l'auteur, ait mis sa tête sur le billot. Et alors que clairement, quand on va sur Ulule, on met sa tête sur le billot. Oui, surtout une petite structure comme Black and White. Au début, ils ont pris un énorme risque en lançant ce projet-là. On pouvait se ramasser. Donc, il y a vraiment cru. Et après, voilà, il s'est reposé, comme tu disais, Greg, il s'est reposé sur quelques centaines de gens qu'il savait être investis et passionnés. Il a eu raison. Moi, je n'étais pas aussi sûr que lui que
ça marcherait. Il a eu clairement raison. Maintenant, on en touche d'autres. Et comme tu dis, ça nous permettra aussi de dialoguer avec nos partenaires des librairies. Alors cette conversation a déjà commencé. Et donc, en effet, quoi, c'est du mécénat. C'est un livre bien né, en fait. Tu vois, vous le faites pour de bonnes raisons. Les gens investissent pour de bonnes raisons. C'est de la passion, hein, ça, de mettre 50, 100, 200 euros pour certains. Ouais. Et en fait, il va être imprimé, déjà chargé de toute cette histoire-là, et pas. Donc il peut pas être jeté à la fosse au lion à la fin, quoi. Parce que Non, mais de toute façon, vu l'investissement que j'ai à le faire, je pense que, en toute modestie, je pense qu'il vaudra son prix, ne serait-ce que parce que je veux justement corriger un certain nombre de travers qui se sont installés dans les comics, à mon sens, notamment la décompression dont tu parlais précédemment, à savoir des histoires qui s'étendent, mais avec très peu finalement de... Des 4 pages avec des gens qui le regardent avec l'air pensif à l'horizon pour avant de dire des banalités. Ouais. Voilà. Ouais. Donc j'ai un peu une vengeance à prendre vis-à-vis de tout ce que j'ai pu expérimenter auparavant. Et voilà, j'ai envie de revenir à des aventures un peu plus riches, des tranches de vie, tu vois, vraiment. Et étant aux commandes, c'est comme ça qu'on a articulé le projet, aussi bien en termes de format que d'écoute des épisodes. Enfin, c'est vraiment très exaltant d'avoir un contrôle total sur le livre qu'on est en train de faire. J'ai rarement vécu de situations où j'avais l'impression que tout le monde travaille au même objectif avec réalisme, mais aussi beaucoup d'ambition, quoi. Alors, t'as un éditeur, je discute avec lui, c'est un fan de fabrication de livres. Hein. Alors lui, oui. Ah, c'est... Et ça se voit. Ça se voit, Oui, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu les livres de Black and White, c'est toujours des très très beaux objets, hyper bien imprimés. C'est un amoureux de papier, vraiment. Mais c'est aussi, en fin de compte, c'est la première fois qu'il fait de la créa. Il a toujours fait des reprises en faisant des tirages de tête et tout. Il fait Spirou, Lucky Luke, enfin des tonnes de trucs, quoi. Oui, il devait apporter une plus-value par la bibliophilie, en fait. Ouais, exactement. Mais bon, il s'est révélé aussi être un très bon éditeur, dans le sens où, en cas de doute et en cas de tout ce qui peut se passer dans l'élaboration d'un livre, c'est un interlocuteur très intéressant, ne serait-ce que parce qu'il est passionné vraiment par tout ça, et que c'est un fan de comics, justement, de longue date aussi. Il a les mêmes références que nous, ceux dont on vient de parler. Ça se sent quand on lit les textes de la campagne. Ça, ils sentent pas le bullshit, quoi. Non, exactement, ouais. Et autre chose aussi qui est peut-être assez rare, c'est qu'il a vraiment beaucoup de respect pour ses lecteurs. Même, j'irais jusqu'à dire de la tendresse. C'est quelqu'un de très très gentil, et on sent qu'il aime vraiment ses clients, quoi. C'est marrant, t'as dit ses lecteurs au lieu de dire ses clients. Oui. Ah ouais, ça veut tout dire. Mais c'est aussi des clients, dans le sens où il peut y en avoir des très difficiles qui disent j'achète un tirage de tête cher, donc je veux qu'il soit parfait. Il a une patience vis-à-vis de ça, je l'ai vu à l'œuvre, qui confine à l'amour. C'est assez ça a beaucoup compté pour moi, d'ailleurs, pour bosser avec lui. Je voyais comment il se comportait vis-à-vis de Sirotota, ou la gentillesse qu'il a dans ses rapports. Ça a énormément compté, et je m'en félicite aujourd'hui, parce que c'est vraiment très 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 agréable de partager avec lui, et de penser à l'avenir, de s'exciter sur des concepts, des idées. On rigole comme des gamins, quoi, là-dessus. Hein. Bon, j'espère que ça aura donné tout le monde envie de lire le Photonique, voire de contribuer dès maintenant, parce que n'est pas sûr qu'il arrive devant la librairie, donc autant prendre les devants. Alors moi j'ai quand même une question, vu que je connais Photonique dans le sens où j'ai vu une expo Lug, j'ai lu la biographie de Jean-Yves Mitton. Alors c'est pas l'auteur de Photonique, j'ai bien compris. Mais il en a fait aussi. Ouais. Voilà. Comment tu raccroches les wagons? Est-ce que ton livre qui va sortir, ça se lit tout seul, c'est un stand-alone book, ou quand même il faudrait se procurer une sorte d'intégrale avant pour... Alors merci de poser la question, parce que j'ai complètement oublié de le dire. Okay. Merci de poser la question. Non, le but évidemment, c'est qu'il soit complètement autonome. Le but, c'est qu'on puisse commencer directement avec ça.
je réintroduis les personnages, comme je le disais précédemment sur les méthodes à l'ancienne, je réintroduis les personnages de manière organique à l'histoire. C'est l'histoire qui demande à ce que des personnages reviennent. On va pas avoir l'impression que on est censé les connaître, qu'on est censé savoir des choses. Le postulat de base, c'est quelqu'un qui a été un super-héros. On a juste besoin de savoir ça, et c'est dit dans les premières pages. Maintenant, le prologue, le premier chapitre recolle les wagons d'une histoire qui s'installe. C'est plutôt l'histoire de son retour qui compte, de son état psychologique, de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il parte, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il revienne, et comment le monde a changé dans on va dire, à la fois dans son monde réel à lui, et à la fois comme un commentaire de l'industrie des comics qui a pu évoluer entre la disparition de Photonic et aujourd'hui. Dire qu'il revient, il n'est pas content. Il n'est pas content d'être Photonic de toute façon. C'est vrai, ça, c'est sûr. Voilà. Mais oui, c'est un peu voilà, comme qu'est-ce qu'un héros de cette époque-là a apporté à un monde plus cynique comme celui d'aujourd'hui, et quelle place il peut trouver dans ce monde-là. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment conçu pour que ce soit un nouveau départ pour les lecteurs, les nouveaux lecteurs. Évidemment, on projette de le sortir aux États-Unis, mais j'ai fait toute ma carrière là-bas, donc ça a été dans nos considérations depuis le début. Donc j'ai créé une histoire pour que les lecteurs qui n'aient jamais entendu parler de Photonic puissent considérer que c'est juste mon projet, quoi, là-bas. Ceci dit, c'est déjà arrivé souvent aux USA avec des personnages anglais, par exemple. Oui, Miracleman notamment. Ouais, voilà, ouais. Donc ils n'ont pas peur de ça. C'est justement, ils savent très bien qu'une mythologie qui précède ne veut pas dire qu'on puisse pas lire l'histoire. Absolument. Voilà. Exactement. Après, moi, c'est vrai que j'espère que les vieux lecteurs vont s'éclater à voir les évolutions des personnages, parce que ça se passe 5 ans après. Donc les personnages qui étaient des enfants à l'époque maintenant sont adultes, de jeunes adultes. Ceux qui étaient petits sont des ados. Donc je m'amuse avec cette petite rupture qui est hyper intéressante au niveau scénaristique pour créer un nouveau statu quo. D'ailleurs, je sais plus si tu l'as déjà évoqué, mais là, on est d'accord, tu es bien le scénariste aussi Ouais, je suis tout là-dessus. Je suis scénariste, dessinateur, coloriste, lettreur. C'est un multiple rôle que tu as déjà occupé aux États-Unis, ou là, c'est nouveau pour toi? J'ai déjà écrit des petites histoires un peu là-bas, mais j'ai jamais fait un truc de cette ampleur-là. Et puis, quant aux couleurs, j'ai pas toujours pu les faire. J'ai toujours essayé, mais c'était pas toujours possible. Donc là, c'est vraiment pareil, aussi une revanche que je prends. Et je suis vraiment hyper content de pouvoir les faire. C'est un élément narratif fort, la couleur. Donc je suis vraiment très très content d'avoir ça sur 180 pages. C'est le pied total. Ah, on a une couverture d'Alan Davis. Alors je le dis parce que je m'en vante. Oui. Le grand Alan Davis. Ouais, le grand Alan Davis qui nous a fait l'honneur de faire une variante cover exclusive à la campagne. Olivier Coipel t'en fait une aussi, si j'ai bien compris. Mahmoud Asrar et Olivier Coipel, ils font les trois volumes en format variante. Alan Davis, quelqu'un que j'ai toujours admiré et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler déjà par le passé, qui m'a écrit une saga pour Marvel et qui a gentiment accepté de me faire une variante cover alors qu'il connaissait pas du tout le perso. Et qu'il en fait pour personne en plus, des variantes cover. Donc c'était vraiment juste un énorme cadeau. Déjà, moi, tu me l'as fait rencontrer. Ouais. Moi, je t'ai vu avec lui, ça m'étonne pas qu'il ait eu envie de te faire un cadeau. Voilà. Ouais. Bah, oui, je l'aime beaucoup et c'est quelqu'un qui a toujours été vraiment bienveillant et qui a une figure paternelle forte pour moi. Et, c'est en plus qu'il fasse partie de ma première aventure scénaristique forte, c'est un symbole qui me touche beaucoup et qui compte énormément. Bon, je vois qu'on a dépassé l'heure, Greg, on va essayer d'être bien. Oui. Ça va se tenir 1h30, donc c'est ta dernière question. Non, j'allais dire une bêtise en plus. Alors c'est ta dernière bêtise et après ta dernière question. T'as pas été surpris quand il a accepté, t'as pas été cloué de voir que Alan Davis accepte. Ah. Surtout qu'il a fait une BD qui s'appelle Le Clou, alors tu vois, bah alors, c'est plus fort. J'ai même pas fait exprès. Très bonne BD. Une vraie cacaillerie, cet homme. Il y a de quoi devenir marteau, voilà.
On est foutu. Enfin, Non, mais tu vois, je savais qu'il fallait qu'on vraiment arrête, en fait. content. Je sentais bien qu'on était au bord du gouffre. Ah, mais Cowboy Étoile est parti. Écoute, j'ai eu envie de reprendre le flambeau. Et mais tout je le le fais monde pas est si bien parti, que- regarde, ils sont en train de pleurer dans le chat. Mais pas du tout. Moi, je Non, vois il dit vous m'avez comment- convaincu, je file sur Ulule. Ah oui. Moi, je Non, dis ça c'est merci. Pat, voilà. Pat a dit qu'il allait filer sur Ulule, effectivement. Bon. Par contre, oui, Star, mon humour, il est moins client. Il a dit, oula. Oh. Bah, ça l'a Non, réveillé, il bah, était tranquille, et puis... si, une dernière question. Parce que tout à l'heure, je t'ai posé peut-être la question un petit peu tôt, mais j'ai une question large à te poser. C'est est-ce que à un moment donné, toi, créer ton propre super-héros, ce serait un peu Ah oui. un fantasme? Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi après, on va dire, accomplir cette carrière de rêve de gosse aux États-Unis et maintenant on va dire devenir un peu l'auteur de référence, celui à qui on demande Photonic, donc le super-héros français, ou fait Made in France. Donc c'est quoi l'étape d'après dans ta success story ou dans t'as encore Ben, des fantasmes, des envies, Prendre ton blé et faire une piscine? Non. euh, en tout cas, créer mon super-héros, pas nécessairement. J'ai jamais eu l'ambition de faire ça. Photonics, c'est vraiment le bon réceptacle pour moi pour développer tout ce que j'ai envie de dire sur le genre. Donc, je m'imagine pas. Alors, je crée des nouveaux personnages dans Photonics. Il y a des nouveaux personnages qui vont être développés et qui pourraient tout à fait avoir une vie au-delà. Donc, pourquoi pas, hein, mais j'ai aussi d'autres envies dans des genres très différents. Mhm. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'aventure photonique pour l'instant, a rencontré un tel succès que c'est difficile de la limiter dans le temps en termes de prédiction. On s'autorise tous les fantasmes là-dessus. Mhm. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais Mais tu veux mais dire que voilà. c'est pas forcément un one-shot éditorial, que potentiellement, si ça continue de marcher, tu aurais envie de continuer sans trop en dire? Oui, 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 bien sûr. Je ne peux pas savoir dans quel état je serai psychologiquement plus tard, mais en l'état actuel, oui, oui, ça c'est une histoire qui se termine, 3 volumes, mais clairement j'ai d'autres choses à dire sur le perso, j'ai d'autres envies et d'autres idées, donc ça ne me dérangerait pas de rester plus. Et je sais que ça ne dérangerait pas non plus l'éditeur. Ah. Et quand Photonics sera devenu le plus grand personnage de la BD super-héros française, tu feras un crossover avec Astérix, Photonics le Gaulois. Voilà. Ah, quand j'étais petit, je l'appelais Photonix. Mais moi aussi, bah voilà, donc, oh mon dieu. Bon, sur cette très mauvaise blague qui permet à Greg de sortir la tête haute, je vous propose de nous quitter parce que alors je sais qu'avec Paul, on peut parler pendant 8 heures, 9 heures d'affilée. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, voilà, donc... Déjà arrivé. Voilà, donc il y a toujours des choses passionnantes. À l'occasion, on te fera revenir peut-être pour des focus sur d'autres choses, toi, par exemple Ouais, avec l'auto-édition, parce que c'est un vrai Ouais, sujet, ouais. ou la couleur, Comment puisque tu es en pénétrer fait. le marché américain. Voilà, donc en tout cas, un grand merci d'avoir passé la soirée avec nous. Je pense que les gens ont appris plein de choses. Et puis, bah écoute, on te souhaite le meilleur pour Photonic. Moi, on attend avec impatience d'avoir les livres entre les mains maintenant. Au boulot. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'était Merci vraiment à super de toi. parler avec vous. Et Merci de mon beaucoup. côté, j'ai provoqué un raid vers la chaîne de Grise Art sur Twitch. Voilà, un autre artiste. Voilà. Super. Merci Valérie. Au revoir tout le monde. Bye. Ciao. Bonne soirée.